Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour la correction des exercices sur l'infrarouge et également sur la nomenclature puisque tout est lié évidemment par rapport aux molécules organiques. Alors, on va les prendre dans l'ordre et essayer de voir ce qui aurait pu vous poser problème. Alors, on commence avec le numéro 13. Le spectre infrarouge d'une espèce chimique E est donné ci-dessous. Parmi les propositions ci-dessous, identifiez la formule semi-développée de E. Alors je rappelle au passage, les formules semi-développées sont des formules qui font apparaître les liaisons covalentes de la molécule, sauf les liaisons CH, d'accord? Et les liaisons OH, NH, donc toutes les liaisons avec les hydrogènes ne sont plus représentées. Alors, on nous donne un spectre infrarouge. Vous avez évidemment le droit à la table, je vais vous la remettre, à la table, hop, qu'on a dans le cours, ou celle du livre, c'est Rabat 3, mais je ne sais pas si vous avez encore votre livre. Donc vous avez le droit à la table ici pour repérer les différentes bandes d'absorption. Alors on y va. Ici, qu'est-ce qu'on voit de caractéristiques? Déjà, je vous rappelle qu'on se place pour les nombres d'ondes qui sont supérieurs à 1500 cm-1. On se place ici. Autre chose, la bande forte et fine à vers 3000, c'est les CH, d'accord? Donc pas intéressant parce qu'il y en a dans toutes les molécules organiques. Et ensuite, on regarde les bandes caractéristiques. On n'a rien par là, d'accord? C'est bof là. Et là, surtout, on en a une très forte, très intense et très fine. Elle est, alors c'est pas super précis ici puisqu'on n'a pas l'échelle, enfin on a l'échelle mais c'est pas sous-divisé correctement, mais c'est pas grave. On voit que c'est environ vers 1700, on peut pas être super précis, on est vers 1700 cm-1, on peut pas être plus précis que ça. Donc ça, c'est caractéristique d'une liaison C double liaison O. Alors là, impossible de dire si c'est une CO d'aldéhyde, une CO de cétone ou une CO d'acide carboxylique. Autant vous dire que c'est pas assez précis. Donc on a une liaison CO, ça c'est sûr. Donc on va regarder nos possibilités. On a C double liaison O, OH, CH3. Alors là, le groupe caractéristique, c'est celui-ci, c'est le groupe carboxyle, acide carboxylique. Donc il faudrait une liaison C double liaison O, on l'a, et une liaison OH. Or, cette liaison OH, normalement, qu'on soit en phase gazeuse ou en phase liquide, elle est après 3000 et elle est relativement importante. Là, on ne l'a pas, d'accord? Donc ça ne peut pas être cette molécule-là puisqu'on n'a pas la bande OH. Deuxième molécule, on a comme groupe caractéristique OH, le groupe hydroxyle, donc c'est un alcool. Bah non, on l'a pas sur le spectre infrarouge, donc c'est pas ça non plus. On espère que c'est la dernière molécule. La dernière molécule possède le groupe caractéristique C double liaison OH, c'est le groupe carbonyle, mais caractéristique ici des aldéhydes à cause du H que vous avez ici. Donc là, on a une liaison CO, donc qu'on a, donc pas de problème. Donc ça pourrait coller, ça ne veut pas dire que c'est celle-ci, mais en tout cas, ça peut coller avec cette formule-là. D'accord? Pour savoir si c'est exactement cette molécule-là, l'infrarouge ne suffit pas, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc on a le spectre infrarouge. Par élimination, on regarde les liaisons caractéristiques qu'on a. Les liaisons CO et les liaisons OH sont assez facilement reconnaissables au niveau de leur bande d'absorption, donc on y va. Juste, je remontre la table, puisque là je ne l'ai pas fait. Au niveau de la liaison de OH, c'est ici, que ce soit en phase condensée ici, on ne nous précise pas. Phase condensée ou phase gazeuse, on est au-dessus de 3000, soit 3002, 3004, soit carrément 3590, 3650. Elles sont larges, fortes ou fines et moyennes, donc on ne peut pas les louper. Et les CO, ils sont ici, d'accord? Alors ça peut être, nous, ce qu'on a vu, acide carboxylique, carbonyle, voilà, les deux. Après, ester et amide, ce sont d'autres familles dont je vous ai parlé qui possèdent cette double liaison CO. Mais donc voilà, donc 1700, 1740 pour un groupe carbonyle, aldéhyde cétone, et pour un acide carboxylique, 1700, 1725. Là, on ne pouvait pas choisir, on ne pouvait pas savoir. Bon, il se trouve que c'est visiblement un aldéhyde. On continue avec l'exercice 14. Alors, on vous donne le spectre infrarouge du butane de Hall et on vous demande, d'après le nom de la molécule, déterminer la famille de composés à laquelle appartient le butane de Hall. Ça finit par Hall, donc c'est un alcool. D'accord? Donc c'est la famille des alcools. Je rappelle que c'est le groupe OH et que ce groupe porte un nom. Il s'appelle le groupe hydroxyle. On fait tous les rappels possibles. Ensuite, identifier là où les bandes d'absorption caractéristiques du butane de Hall. Alors, c'est pas demandé, mais là, on va le faire.
Pour pouvoir savoir quelles sont les bandes caractéristiques, il nous faut les liaisons caractéristiques. Donc on peut écrire la formule semi-développée du butane de Hall. Butane, ça veut dire un radical ou une racine à 4 carbones, donc une chaîne carbonée, et je laisse de la place pour mettre les H, à 4 carbones. Ensuite, 2 Hall, ça veut dire qu'il y a un groupe hydroxyle en position 2. Je peux numéroter comme je veux ici, hein, j'aurais pu numéroter de l'autre côté, c'est pareil. Donc je vais numéroter comme ça, et donc mon OH va se retrouver au niveau du carbone numéro 2. Ensuite, on complète avec les H nécessaires pour que le carbone soit tétravalent et fasse ces 4 liaisons. Ici, il lui manque 3 liaisons. Donc, on va avoir CH3. Ici, il lui manque une liaison puisqu'on a déjà 3 CH. Ici, il lui manque 2 liaisons CH2. Ici, il lui manque 3 liaisons CH3. Donc, voilà la formule du butane de Hall. Alors, on aurait pu s'y attendre, évidemment. Hein. Il n'y a que la liaison OH qui est caractéristique et qu'on va pouvoir repérer sur un spectre infrarouge. Alors elle est où cette liaison OH? Je viens de vous la rappeler. Hein. Eh bien on la voit, c'est une bande. Alors on est visiblement en phase condensée, hein, en phase liquide. On a une bande large et forte au-dessus de 3000. Alors elle est vers 3400 puisque 3500 on serait par là. Donc on est environ à 3400 cm-1. Bah ça c'est la liaison OH en phase condensée. D'accord, je vous rappelle, c'est à cause des liaisons hydrogènes qu'en phase condensée, on a une bande large comme ça. Alors, on ne voit rien d'autre, hein, puisque si je prends la limite des 1500 cm-1, on n'a pas d'autre ici bande caractéristique. Les CH, hein, toujours la même bande à 3000 qu'on va retrouver partout. D'accord? On continue. Exercice numéro 16. Alors, on nous parle de pain au levain, qui doit son goût à une espèce chimique qui s'appelle qui a comme formule brute C2H4O2. D'accord, on n'a que la formule brute et son spectre infrarouge. Voilà le spectre infrarouge de cette molécule de formule brute C2H4O2. Il y a 2 énoncés, compacts et détaillés. On nous demande d'établir la formule semi-développée de E. Sachant qu'on sait, du coup, qu'il y a 2 carbones, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Alors, comment on fait? Je vais le faire en compact, même si vous avez des aides. On a le spectre infrarouge. Bah, première chose à faire, donc je regarde au-dessus de 1500, les bandes que je pourrais avoir caractéristiques. On a quoi? On a ici, hop, une bande assez large, très intense, assez large, assez fine, très intense, vers 1700. D'accord? Donc là, bah, ce serait CO. Donc on sait qu'il y a une liaison C double liaison O. D'accord? Ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? La bande habituelle des CH, alors je vous la remontre hein, parce que quand même, voilà, elle est plutôt fine et forte, souvent avec trois petits pics hein, comme ça, d'accord? Ici, bah, on voit que c'est pas tout à fait la même tête. On a une bande un peu plus loin, d'accord, vers, alors là on est à 3000 mais ça déborde jusqu'à 3002, 3003 et c'est une bande relativement large, d'accord, qui se superpose à la bande des CH. Alors ça, ce serait quoi? Ce serait un OH, évidemment, hein, une bande large en phase liquide. Et alors si on regarde, bah, c'est quoi comme OH? Bah, ça ne serait pas un OH libre d'un groupe hydroxyle, parce que là, il faudrait qu'on soit plutôt vers 3002, 3004 en phase liquide, donc plus loin. Mais par contre, si on regarde le OH d'un groupe carboxyle, il est entre 2500 et 3200, large, moyenne à forte, et se superpose au CH. Donc ce serait exactement notre cas à nous. On a une bande large, moyenne à forte, hein, plutôt forte ici, qui va jusqu'à 3200, pas plus, et qui se superpose au CH. Donc ça veut dire qu'on aurait un OH, une liaison OH, mais d'acide carboxylique. D'accord? Donc c'est assez subtil, mais ça se repère hein, assez bien quand on est habitué. Okay? Donc maintenant on sait qu'on a une C double liaison O, une liaison OH et qu'on a cette formule brute là. Alors on a 2 carbones. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer d'écrire des formules développées, ou semi-développées, pardon, qui auraient cette formule brute là et qui posséderaient un groupe acide carboxylique. Donc c'est facile, hein, le groupe acide carboxylique, il est en bout de chaîne et c'est C double liaison O, OH. Ensuite, il suffit de rajouter les H. Le C ici, il lui manque 3 liaisons, donc CH3. Là, je suis en formule semi-développée. Est-ce que ça colle? On a un acide carboxylique. Est-ce qu'on a bien C2H4O2? 2 carbones, on est parti de ça, donc pas de souci. Et 1, 2, 3, 4 hydrogènes, on est bon. Et 2 oxygènes, on est bon. Donc, il semblerait
que cette molécule, C2H4O2, soit cette molécule de formule semi-développée CH3COOH. C'est qui? Alors si on veut lui donner un nom, alors on voit que la chaîne carbonée, il y a 2 carbones, donc on est comme radical éthane. Ensuite, on a un acide carboxylique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence par acide, je laisse de la place au cas où il y ait quelque chose, mais là il n'y en a pas, et ça se finit par oïque. Il n'y a pas de numéro ici, puisque le groupe caractéristique, il est forcément en bout de chaîne. Donc, le carbone fonctionnel est toujours en position 1. D'accord? Et ensuite, il n'y a pas de ramification. Donc, on a affaire à de l'acide éthanoïque. Donc, c'est un des acides très utilisés. Hein. C'est un acide qu'on trouve, donc du coup, hein, dans le vin ici, mais aussi dans le vinaigre. D'accord? C'est l'acide présent dans le vinaigre caractéristique. J'espère que ça va toujours. On continue. Exercice numéro 17. Alors là, on vous parle, je rechange ma couleur, tac. On vous parle du 2-méthylpropane-1-ol, qui est une espèce chimique qu'on peut trouver dans les peintures. Il améliore la glisse du rouleau lors de l'application de la peinture. Alors, une entreprise cherche à développer un procédé qui permet de synthétiser le 2-méthylpropane-1-ol à partir de l'acide 2-méthylpropanoïque. Donc en gros, ça veut dire que l'acide 2-méthylpropanoïque, c'est le réactif et que notre 2-méthylpropane-1-ol serait le produit de leur réaction. À la fin de la transformation, donc ils font un truc, hein, ils essayent, un technicien réalise une analyse par spectroscopie infrarouge et il obtient ceci. Donc ça, c'est à la fin. Donc pour ce qu'il obtient à la fin. Donc normalement, le produit, si tout va bien. On nous demande, à partir des 2 formules semi-développées, justifier le nom des 2 espèces chimiques. Alors, elles sont là, les formules semi-développées. Alors, justifier le 2-méthylpropane-1-ol. Alors, on y va. Déjà, propane, ça veut dire une chaîne carbonée à 3 carbones. La chaîne la plus longue. Oui, on est d'accord, 3 carbones. Ensuite, ça finit par ol, ça veut dire qu'on a affaire à un alcool, donc un groupe OH. Oui, il est là. Ensuite, il est en position 1. Alors, il doit correspondre le carbone fonctionnel, c'est lui, sur lequel est lié le OH. Doit correspondre au chiffre le plus petit possible. Donc, quand on numérote, on va forcément numéroter comme ça. Donc, il est bien en position 1, donc au début de la chaîne. Ensuite, les ramifications. Alors, les ramifications, on en a une. C'est une ramification méthyle qui se trouve en position 2. Donc, on a bien du 2-méthylpropane-1-ol. Pas de souci. On continue avec le deuxième nom, acide 2-méthylpropanoïque. Alors, on a du propane. Donc, encore une fois, une chaîne carbonée à 3 carbones. La chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Pas de souci. Ensuite, le suffixe, c'est oïque. Ça veut dire qu'on a affaire à un acide carboxylique. Groupe caractéristique C, double liaison au OH. On est d'accord. Et donc, le préfixe acide. Pas de souci. On est, pour les acides carboxyliques, on numérote forcément pour que le carbone fonctionnel, c'est celui du groupe, soit en position 1. Donc, on est à 1, 2, 3 obligatoirement. Y a-t-il des ramifications? Oui, il y a une ramification méthyle qui se trouve ici. Et la ramification méthyle est bien en position 2, donc acide 2-méthylpropanoïque. Pas de souci. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Il faut le décortiquer, comme je viens de le faire. Et vous pouvez mettre des couleurs, c'est encore mieux, comme je viens de le faire. Alors, on nous dit, l'entreprise peut-elle utiliser ce procédé pour synthétiser le 2-méthylpropane-1-ol? Alors, le 2-méthylpropane-1-ol, il a quoi comme liaison caractéristique? Il a la liaison OH. D'accord? Il n'a pas de liaison C double liaison O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réactif, qui est l'acide 2-méthylpropanoïque, lui, il a une C double liaison O comme liaison caractéristique et une liaison OH d'acide carboxylique. Alors que le produit n'a plus de C double liaison O, mais a la liaison OH. Donc sur notre spectre infrarouge, avant même d'aller le regarder, si on avait bien synthétisé cet alcool, on ne devrait plus avoir de liaison CO. On ne devrait pas avoir la bande d'absorption caractéristique de la double liaison CO. Et on devrait avoir une bande caractéristique de la liaison OH. Okay? Or, si on regarde, eh ben, il y a un souci parce que donc je me place au niveau de après 1500, donc on est par là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a les CH habituels. Donc là, rien de spécial. On n'a pas de OH. On n'a pas de bande caractéristique de OH. Par contre, on a une belle bande ici, vers 1700, hein,
caractéristique d'une C double liaison O. Donc là, il y a un souci. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout le 2-méthylpropanol, on n'a pas un alcool. Et en plus, on n'a même pas, visiblement, s'ils ne se sont pas trompés sur le spectre, on n'a pas non plus l'acide 2-méthylpropanoïque. On n'a pas le réactif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de OH d'acide carboxylique. Donc il y a le CO, mais il n'y a pas le OH. Donc ça voudrait dire qu'en fait, avec leur méthode de synthèse, ils ont synthétisé un truc, quelque chose qui n'est pas le réactif de départ, donc il s'est quand même passé une transformation. Donc on a obtenu quoi? Un composé qui a un C double liaison O, donc ça peut être une cétone, un aldéhyde, d'accord, ou un ester. Moi je pense que ça sera plutôt un ester à partir d'un acide carboxylique. On peut, au lieu d'avoir le H ici, c'est une autre chaîne carbonée qui continue, donc ça semble, en général on peut transformer un acide carboxylique en ester, et il n'y a pas le OH. D'accord. Donc il semblerait qu'ils aient synthétisé autre chose que le 2-méthylpropane 1-ol. Donc les spectres infrarouges sont quand même super pratiques pour voir si on a ce qu'on veut avant même d'utiliser des techniques plus compliquées comme l'ARMN dont j'ai déjà évoqué le nom, qui est une technique un peu plus difficile à mettre en œuvre. On continue, j'espère que ça va toujours. Alors, on nous parle de l'acide glycolique, qui est un solide utilisé en cosmétologie. Il peut être extrait du vesou, vous avez peut-être entendu ce nom-là. C'est un liquide qui est obtenu par broyage de la canne à sucre, donc c'est à partir de la canne à sucre. Mais ce vesou ne contient que 0,1% en masse d'acide glycolique. Alors, autant vous dire que c'est pas génial, 0,1%, c'est que dalle. Alors l'acide glycolique, soit donc on l'obtient à partir du vesou, il est extrait, donc c'est un produit naturel dans ce cas-là, soit un produit d'une espèce chimique naturelle, pour être précise, soit il est synthétisé à partir du glyoxal. Donc là, c'est du coup une espèce synthétique qui a été synthétisée par réaction chimique. On nous donne comme info la masse volumique de l'acide glycolique. Si on vous la donne, c'est qu'il y a une raison. Elle s'appelle ρ, je vais le marquer, de l'acide glycolique. Voilà. Les bandes infrarouges, vous avez toujours droit d'y accéder. Alors, recopier la formule semi-développée de l'acide glycolique, puis entourer et nommer les groupes caractéristiques présents. Alors, allez dans les documents. L'acide glycolique, elle est là. Sa formule semi-développée. Alors, on nous demande de... qu'est-ce que j'ai dit? D'entourer et nommer les groupes caractéristiques présents. Alors, on y va. Il y a quoi comme groupe caractéristique? Acide glycolique, et en même temps, dans le nom, on voit bien, il y a le mot acide. Donc, on a le groupe carboxyle, donc c'est caractéristique des acides carboxyliques, et le groupe OH, hydroxyle, caractéristique des alcools. D'accord? Donc là, ce serait une molécule qui appartient à deux familles. D'accord? On a la famille des acides carboxyliques, la famille des alcools. Donc ça, c'est une autre famille en fait. Quand vous avez plusieurs groupes caractéristiques dans la même molécule, c'est encore une autre famille qu'on n'a pas à connaître pour l'instant. On continue. La deuxième question. Vérifier la présence d'acide glycolique dans le vesou. On vous aide, document A. Alors, c'est quoi le document A? C'est une chromatographie sur couche mince du vesou. Alors, il faut bien lire. Le dépôt 1, c'est du vesou. Donc, c'est lui là. Ça, on a déposé le vesou, donc obtenu par broyage de la canne à sucre. Et le dépôt 2, c'est l'acide glycolique pur, donc commercial. On est sûr que c'est lui, donc l'acide glycolique. Et d'ailleurs, on obtient une seule tâche, donc c'est bien un produit pur. Pas de souci. Alors, on nous demande de vérifier la présence d'acide glycolique dans le vesou. Le vesou, il y a 3 tâches, donc ça veut dire que c'est un mélange de 3 espèces chimiques. Mais dans une de ces 3 tâches, est à la même hauteur que la tâche d'acide glycolique. Si elle est plus petite, c'est normal, c'est parce qu'il y en a moins que le dépôt qu'on a fait ici. Okay, mais on voit qu'il y a présence d'une tâche à la même hauteur que la tâche correspondante à l'acide glycolique pur. Donc, on a bien de l'acide glycolique dans le vesou. D'accord? Et il y a aussi 2 autres espèces chimiques que ici, on ne peut pas déterminer avec la chromato qu'on a là. On continue. Justifier le nom de chacune des espèces chimiques présentes dans l'éluant. Donc l'éluant, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour faire la chromatographie. C'est un mélange de solvants. Alors on a acide éthanoïque et butanol. Donc les voici. Alors l'acide éthanoïque, on en a déjà parlé. Éthane, c'est le radical à 2 carbones. Donc chaîne carbonée la plus longue, 2 carbones, on les a. Ensuite, ça se finit par oïque et ça commence par acide. Ça veut dire qu'on a un acide carboxylique, donc le groupe carboxyle, C double liaison O, OH. Là, il n'y a pas de ramification, pas de souci, on est bon.
On continue avec le butane 1-ol. Alors, butane, ça veut dire une chaîne carbonée à 4 carbones la plus longue. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Ensuite, le suffixe, c'est ol. Ça veut dire qu'on a affaire à un alcool. Et on a bien le groupe hydroxyle, OH. Au niveau de la numérotation, il faut que le carbone fonctionnel, c'est celui sur lequel est lié le OH, corresponde à la plus petite numérotation possible. Donc on numérote forcément comme ceci la chaîne carbonée. Et on a bien le ol, donc le OH, en position 1. Donc butane 1-ol. On continue. Je change de couleur encore. Déterminer la masse de Vesout nécessaire pour obtenir 100 ml d'acide glycolique pur. Donc on nous donne ici le volume d'acide, je vais l'appeler Ag, d'acide glycolique. Et on veut la masse de Vesout. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans le Vesout, il y a 0,1% en masse d'acide glycolique. Et on connaît la masse volumique de l'acide glycolique. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de là, on peut calculer la masse d'acide glycolique correspondante à 100 ml. C'est M égale ρ fois V, donc masse volumique fois le volume. Donc déjà, j'ai la masse d'acide glycolique. Après, je sais que on a 0,1. Il veut pas. Tac, non, il veut pas. Hop. On sait qu'on a 0,1% en masse d'acide glycolique dans le Vesout. Ça se traduit comment? Ça se traduit par la masse d'acide glycolique. C'est 0,1%, d'accord, de la masse de Vesout. D'accord? On a ça. Nous, qu'est-ce qu'on cherche dans la question? On cherche la masse du Vesout nécessaire. Donc, à partir de cette formule, qu'est-ce que je peux en déduire? La masse de Vesout. La masse de Vesout, donc je fais passer le 0,1% de l'autre côté. Donc là, c'était multiplié par 0,1%. On va diviser par 0,1%, ce qui revient à multiplier par 100 et à diviser par 0,1. Donc, je fais passer le 100 de l'autre côté. Ça fait 100 fois la masse d'acide glycolique. Et je fais passer le 0,1 de l'autre côté en bas, divisé par 0,1. OK? Donc la masse de Vesout, c'est ça. Mais je n'ai pas la masse d'acide glycolique. Mais la masse d'acide glycolique, elle est là. C'est ρ fois V. Donc au final, j'arrive à quoi? J'écris ça correctement. Bon ça, hein, évidemment, il faut le réécrire bien comme il faut. Hein. On arrive à quoi? La masse de Vesout égale 100 divisé par 0,1 fois la masse d'acide glycolique qui vaut ρ d'acide glycolique fois le volume d'acide glycolique. Alors ça, il faut savoir le faire, hein, parce que c'est souvent qu'on a besoin des pourcentages massiques, mais également des relations masse-volume avec la masse volumique. Alors, au niveau de l'application numérique, il va falloir faire attention aux unités. On veut une masse, hein, donc ça doit être un résultat en grammes ou une unité de masse. Alors, 100 sur 0,1, ça n'a pas d'unité, c'est un pourcentage à l'envers, inversé. ρ, attention, tout va dépendre de ça. On nous donne ρ en grammes par millilitre. Donc 1,49, c'est des grammes. Donc ça veut dire que notre masse, elle sera en grammes. Mais fois des par millilitre. Donc il faut que le volume soit en millilitres. Et on nous dit que c'est un volume de 100 millilitres. Donc je multiplie par 100. Pas besoin de mettre en litres. Puisqu'ici, je suis en grammes par millilitre. Il faut que je mette ça en millilitres. Et du coup, ça fait quoi? Millilitres divisé par millilitre, ça s'en va. Donc, il nous reste des grammes. Donc, on a bien une masse en grammes. Alors, si on fait le calcul, de ça, on peut le faire comme ça. Hein. 1,49 fois 100, ça fait 149 fois encore 100. Donc, 149 fois 100, on est à ça. 14 900. Si je divise par 0,1, ça veut dire que je multiplie par 10. Donc, ça fait 149 000 grammes. Donc, ça fait 149 000 grammes de Vesout, c'est-à-dire 149 kilogrammes. Donc, ça veut dire que pour avoir 100 millilitres seulement d'acide glycolique pur, il faudrait partir de 149 kg de Vesout obtenu par broyage de canne à sucre. Donc, je vous dis même pas, on ne nous le donne pas ici, mais combien il faudrait de canne à sucre hein, pour arriver à ça, je pense que c'est énorme.
Et donc justement, on nous demande à la question 5 de proposer un argument qui explique que les industriels préfèrent synthétiser l'acide glycolique. Bah, c'est assez clair. Là, au niveau écologique, hein, je ne sais pas combien il faudrait de canne à sucre, mais c'est énorme. Donc on épuise évidemment les ressources naturelles. Ensuite, au niveau économique, là, il faudrait évidemment beaucoup de main-d'œuvre hein, pour broyer. Donc ça doit être beaucoup moins cher de synthétiser que de produire. Alors après, on ne nous parle pas des problèmes de toxicité du glyoxal par exemple ou des molécules utilisées, donc ça on ne peut pas dire, mais en tout cas ça semble plus logique de synthétiser que d'extraire l'acide glycolique. On termine avec la question 6. Un spectre infrarouge du produit est donné. Justifier qu'il peut correspondre à l'acide glycolique. Alors l'acide glycolique, on a dit, il y a OH, donc un groupe hydroxyle seul, un OH d'acide carboxylique et une C double liaison O. Alors on regarde. Après 1500, on a une jolie bande d'absorption vers 1750, ah là on est un peu plus, qui devrait correspondre à une CO, donc ouais, on l'a, pas de souci. Ensuite, pour la OH d'acide carboxylique, alors la OH d'acide carboxylique, elle se superpose au NH, donc on voit ici, au NH, au CH, donc elle serait par là, on est bon, hein, jusqu'à 3200, donc là on aurait le OH d'acide carboxylique, et le OH seul, ben on l'a là, donc qui est beaucoup plus, qui est plus haut, hein, plutôt vers 3400. Donc on aurait le OH ici. Donc on aurait cette bande-là qui correspond à ce OH-là, cette bande-là qui correspond à ce OH-là, et cette bande-là, c'est tout moche, hein, mais voilà, c'est pour expliquer, ça correspondrait à cette bande-là. Donc ça peut correspondre. Ça ne veut pas dire que c'est là le bon spectre, mais c'est un spectre qui peut correspondre. Donc si vous fabriquez vous synthétisez à partir du glyoxal de l'acide glycolique, pardon, que vous faites le spectre infrarouge et que vous obtenez ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, bah oui, ça a l'air de bien coller. Hein. Parce que le glyoxal, si vous le regardez, c'est C double liaison O, C double liaison O, c'est un double aldéhyde, hein, si vous voulez, il y a deux fonctions aldéhydes, il n'y a pas de OH. Donc normalement, si on avait du glyoxal qui ne s'était pas transformé ou qui restait en grande quantité, on n'aurait pas les deux bandes OH ici. Donc du coup, c'est quand même une bonne idée de ce qui se passe. On continue avec le numéro 23. Alors, on nous parle de solvants oxygénés. Donc, deux solvants peu volatiles, donc on nous parle de ça, la diacétone alcool dans les peintures utilisées et l'exylène glycol, vous avez peut-être déjà entendu, dans la composition de ciment et de béton. Voici leur formule semi-développée. Alors là, c'est des molécules où il y a plusieurs groupes caractéristiques. On vous demande d'attribuer à chaque molécule son nom en nomenclature officielle. Alors même si ça ne fait pas partie des familles qu'on a vues, vous pouvez trouver quels vont être leurs noms. Alors on s'aperçoit dans la première molécule qu'on a une fonction, enfin un groupe C double liaison O lié à deux carbones des deux côtés. C'est un groupe carbonyle caractéristique des cétones. D'accord ? Et on a aussi un groupe hydroxyle caractéristique de la famille des alcools. Donc nous, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est soit une cétone, soit un alcool, puisqu'on ne sait pas nommer des molécules qui appartiennent à plusieurs familles. Mais là, on a quoi dans ce qui nous est proposé? 4-hydroxy, 4-méthylpentane de on. Ah, on a le on des cétones et hydroxy qui pourrait correspondre au groupe hydroxyle. Donc ça a l'air plutôt pas mal, surtout que dans la deuxième molécule, on n'a pas du tout la présence d'un nom qui pourrait correspondre à une cétone, parce qu'on a diol, ol c'est pour les alcools, mais après il y a 2 méthyl, donc il n'y a pas ce qui nous intéresse. Donc 4-hydroxy, 4-méthylpentane de on, ça pourrait marcher. Si maintenant on regarde pour le nom, pentane, j'ai juste enlevé un petit peu, voilà. Donc on a pentane, est-ce que ça pourrait marcher? 5 carbones dans la chaîne carbonée principale, on est bon, 1, 2, 3, 4, 5. Il semble que donc la fonction prioritaire pour le nom, ce soit la fonction C double liaison O, donc le groupe carbonyle, la fonction cétone, et elle serait en position 2. Donc il faut que le carbone fonctionnel corresponde au chiffre le plus petit, donc on numéroterait comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc elle est bien en position 2, d'où le 2 on. Ensuite, pourquoi 4-hydroxy, 4-méthyle? Si la fonction cétone est prioritaire, ce qui semble être le cas, le groupe OH serait considéré comme une ramification. Et le groupe OH, donc on va l'appeler hydroxy, bah oui c'est le groupe hydroxyle, il est bien en position 4. Donc ça marche. Et on aurait un groupe méthyle,
ici, également en position 4, donc 4 hydroxy, 4 méthyle, pentane, 2 on. Dans l'ordre alphabétique aussi, un H puis M. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors ça veut dire que la deuxième molécule, c'est le 2-méthylpentane 2,4-diol. Alors c'est une famille où vous avez deux groupes OH. Donc c'est les diols, ça s'appelle comme ça, puisqu'il y a deux groupes hydroxyle, donc deux fonctions alcool. Alors est-ce que ça fonctionne? On a du pentane, donc normalement une chaîne carbonée à 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, la chaîne carbonée la plus longue, pas de souci. Ensuite, on numérote pour que les OH correspondent aux chiffres les plus petits. Mais alors là, ça revient au même de faire d'un côté ou de l'autre. Donc, on numérote comme ça. Et ils seront bien en position 2 et 4. D'où 2, 4, diol. D'accord? Ensuite, est-ce qu'il y a des ramifications? Oui, il y a une ramification au niveau du CH3 ici, qui se trouve bien en position 2. Donc 2-méthyl, pentane, 2, 4, diol. Voilà, donc vous pouvez, par tâtonnement comme ça, retrouver des noms de molécules qui ne font pas partie des familles simples qu'on a pu voir. D'accord? Il faut juste raisonner, hein, faire preuve de bon sens. On vous demande, est-ce qu'on peut distinguer ces deux molécules par spectroscopie infrarouge? Alors, ici on a ces doubles liaisons O et une liaison OH. Ici on a des liaisons OH caractéristiques, c'est tout. Donc oui, on va pouvoir les différencier parce qu'on aura la double liaison CO qui n'appartiendra qu'à la molécule A et pas à la molécule B. Donc on pourra distinguer grâce à la présence de la C double liaison O. Pour les OH, on les aura dans les deux cas, mais pas pour la C double liaison O. Donc ça marche bien. On continue. Alors le 24, la chimie des sucres. Le saccharose se transforme en fructose en présence d'eau et en glucose. On parle d'hydrolyse, puisque l'eau va hydrolyser le saccharose, va couper le saccharose. Le saccharose, c'est C12H22O11. Et il va se transformer en fructose et en glucose, qui ont comme formule tous les deux C6H12O6. Donc on casse en deux, en fait, la molécule de saccharose. On nous demande de représenter la formule semi-développée du glucose, qu'on a ici sous forme de modèle moléculaire. Alors, sous forme linéaire, donc je l'ai refait ici, il suffit de reprendre la chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Voilà. Ensuite, le premier, il y a une C double liaison O, et il est lié à un H, donc fonction aldéhyde. Ici, on a un OH, donc c'est en semi-développé, hein, donc je marque pas les liaisons avec les H, et ici un H. Ensuite, ici, un CH et un OH. Bon, ça va beaucoup se ressembler, hein, évidemment. Ensuite, CHOH. CHOH. Et pour la fin, CH2, puisqu'il faut 4 liaisons, OH. Voilà la formule semi-développée du glucose sous sa forme linéaire, puisqu'il existe du glucose sous une forme cyclique. Hein. D'accord ? Ensuite, identifier les familles de composés auxquels le fructose appartient. Alors le fructose, voilà sa formule semi-développée. Alors on a quoi? Bon, alors on a des OH, d'accord, on en a plein. Donc fonction alcool, groupe hydroxyle. Alors on nous demande, je vais relire la question, les familles de composés. Hein. Donc c'est la famille des alcools. Mais également, on voit une double liaison CO ici, qui est lié des deux côtés à des carbones. Donc ça, c'est la famille des cétones. Donc alcool et cétone. Alors il se trouve que le glucose et le fructose sont deux isomères de constitution. C'est-à-dire qu'ici, le glucose, vous avez un aldéhyde, une fonction aldéhyde ici, donc qui est là. Alors que le fructose, c'est la même formule brute, mais c'est une fonction cétone. Mais c'est exactement la même formule brute. Donc c'est deux isomères. Alors, justement, je devance, donner la formule brute du glucose. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vous l'ai donné tout à l'heure, hein, on va vérifier que c'est la bonne. Et des oxygènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, C6, H12O6. On peut le faire, ce n'était pas demandé pour le fructose. Je vous ai dit que c'était des isomères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et O, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien des isomères avec la même formule brute pour les deux. Voilà.
Ensuite, discuter de la possibilité de différencier le glucose linéaire et le fructose par spectroscopie infrarouge. Alors, regardez, on a, c'est ce que je venais de vous dire, dans le glucose, on a des OH, donc des liaisons OH. Dans le fructose aussi. Donc là, ça va être compliqué, hein. Tous les deux, ils possèdent des liaisons OH, donc en spectroscopie infrarouge, ça va être la même chose. Ils possèdent également tous les deux une double liaison CO, d'accord? Donc là, ça va être compliqué. On a une C double liaison d'aldéhyde et une C double liaison de cétone. Mais alors le problème, si je vous remonte la table ici, pour un groupe carbonyle, hein, que ce soit cétone ou aldéhyde, c'est 1700-1740. Il y en a qui différencient les deux, mais c'est très difficile de savoir. Il y en a qui dans certaines tables, hein, on met 1700-1720, 1720-1740. C'est pas possible, très compliqué de différencier les deux. Donc il semble assez difficile en spectroscopie infrarouge de différencier le glucose et le fructose parce qu'on a les liaisons OH pour les deux et la double liaison CO pour les deux. Donc là, il faudrait autre chose que la spectroscopie infrarouge. Là, il faudrait aller plus loin avec de la RMN par exemple. Voilà, voilà. On termine. À 25 degrés, une solution aqueuse de glucose contient 99,9% de forme cyclique et 0,01% de forme linéaire. Le spectre infrarouge ci-dessus est obtenu par analyse d'un échantillon de glucose. Confirme-t-il la très faible proportion de la forme linéaire? Alors, on a vu que dans la forme linéaire, j'ai une C double liaison O et des liaisons OH. Dans la forme cyclique, que remarquez-vous? Il n'y a plus de C double liaison O. D'accord? Donc, si j'ai 99,9% de forme cyclique et 0,01% de forme linéaire, je ne vais plus voir la C double liaison O. Alors, voyons. Je me place donc après 1500 et évidemment, regardez ici, il n'y a pas de C double liaison O. La bande d'absorption correspondante au C double liaison O est absente. Donc, ça veut bien dire qu'on n'a pas la forme linéaire en grande proportion puisqu'on n'a pas cette liaison-là. Donc, ça confirme qu'on a très peu de formes linéaires et qu'on a plutôt la forme cyclique qui est plus stable en réalité. Voilà, voilà. On continue avec le numéro 25, donc c'est le dernier. Donc exercice numéro 25. Hop. Alors, on nous parle de l'acétate d'isoamyle, qui est une espèce chimique qui a la saveur et l'odeur de banane. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle est présente dans les bonbons harlequins. C'est ce qui donne ce goût particulier. Et elle peut être synthétisée. Alors, à partir des réactifs suivants, l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutanol. Et on obtient donc l'acétate d'isoamyle et de l'eau. On appelle ça une réaction d'estérification parce qu'en fait, ce groupe-là, j'en profite, hein, C double liaison O, c'est, je vous en ai déjà parlé à 2 occasions, c'est la fonction ester. Donc c'est un groupe ester, une autre famille qu'on n'a pas vue. Justifier le nom de chacun des réactifs. Ah bah l'acide éthanoïque, on en est déjà à la 3e fois. Donc éthane, 2 carbones dans la chaîne carbonée. OIC, parce qu'on a un acide carboxylique, donc avec OIC et acide, on a bien le groupe carboxyle. D'accord, COH, pas de souci. Ensuite, pour le 3-méthylbutane, un ol, on a butane, donc une chaîne carbonée à 4 carbones, on est bon. Ensuite, suffixe ol, ça veut dire qu'on a un alcool, donc on doit avoir un groupe hydroxyle, OH, on est là. Il est en position 1, bah, le carbone fonctionnel ici doit correspondre au plus petit numéro possible, donc on numérote la chaîne comme ça, et il est bien en position 1. Et ensuite, y a-t-il des ramifications? Bah, on a une ramification méthyle qui se trouve bien en position 3. Donc, 3-méthylbutane, un ol. On continue. Identifier le réactif dont le spectre infrarouge est donné dans le document A. Alors, on a les 2 réactifs et le spectre infrarouge. Alors, on regarde. Dans l'acide éthanoïque, on doit avoir une bande caractéristique de la liaison CO et une bande caractéristique d'un OH d'acide carboxylique. Donc, un nombre d'ondes plus faible qu'un OH seul. Dans le deuxième réactif, on n'a que OH, on n'a pas de CO. Donc, en gros, c'est facile. On regarde sur le spectre infrarouge si on a une liaison CO. Si on a une liaison CO, on est bon. Alors, on regarde après 1500. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Magnifique. Une bande fine et forte à 1700 à peu près. D'accord, 1700 environ, hein, c'est plus, mais là, c'est pas super précis hein, encore.
On n'a pas des spectres très précis. Donc, ce serait la liaison C double liaison O. Donc, déjà, ça ne peut pas être le 3-méthylbutane 1-ol. Et est-ce qu'on vérifie qu'on a le OH d'acide carboxylique? Bah oui, la grosse patate ici, là, qui se superpose au CH, qui va de 3000 à 3200, là, par là. C'est le OH, mais d'un acide carboxylique. Donc, le réactif dont on a le spectre infrarouge, c'est l'acide éthanoïque. On continue. L'avancement de la réaction au cours du temps est suivi par spectroscopie infrarouge. Et oui, c'est une possibilité aussi, mais il faut avoir du matériel. Un logiciel mesure l'air A sous la courbe de la bande de vibration de nombre d'ondes compris entre 3000 et 3200. Donc en gros, on va mesurer l'air de cette bande-là, entre 3000 tac, tac, et 3200. Donc on va mesurer cet air-là. Et on nous dit que l'air est proportionnel à la quantité de molécules présentes. Plus l'air est grande, plus on va avoir de molécules. C'est logique. Donc, expliquer la décroissance de la courbe du document B. Alors, on voit l'air en fonction du temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que c'est l'acide éthanoïque. C'est un réactif. Donc, la quantité de réactif, la quantité de matière de réactif au cours de la réaction va diminuer. Donc, l'air, puisqu'elle est proportionnelle à la quantité de réactif, va diminuer. Donc, l'air diminue, puisque cette bande d'absorption correspond à une liaison qui est caractéristique de l'acide éthanoïque. Pour le produit, on peut se demander, il n'y a plus de OH. Donc du coup, elle n'apparaîtra plus du tout à la fin. Cette liaison-là, cette bande d'absorption correspondante à la liaison OH n'apparaîtra plus dans l'ester. Donc dans les produits, normalement, vous ne l'avez plus. D'accord ? L'acide éthanoïque est-il totalement consommé à la fin? On voit qu'à la fin, on a une aire qui n'est pas nulle. D'accord? Donc, elle vaut 3 cm². Donc, il reste de l'acide éthanoïque à la fin parce que sinon, on aurait eu 0. Ça aurait dû arriver à 0 pour l'air. Pardon. Ça aurait dû arriver à 0 pour l'air puisque s'il n'y avait plus d'acide éthanoïque, on n'aurait plus eu la liaison caractéristique OH et donc on n'aurait plus eu de bande. Donc, on n'aurait plus eu d'air au niveau de cette bande. D'accord? Donc, non. Le réactif, l'acide éthanoïque, est en excès, puisqu'il nous reste une aire non négligeable ici. Voilà, j'espère que ça va pour ces exercices. Ils sont assez complets sur les spectres infrarouges. La nomenclature, la spectroscopie infrarouge, c'est très important pour tout ce qui est chimie organique. C'est pas très compliqué, mais faut s'entraîner. Si on s'entraîne, à force, ça va rentrer. Et sachez que vous avez toujours le droit à une table en ce qui concerne la spectroscopie infrarouge. Mais vous avez vu que en connaissant les OH, les C double liaison O, déjà, on s'en sort pas mal pour ces molécules qu'on a pu voir ici. Voilà, bon courage à tous!